Merci d'être avec nous. Nous entrons dans une ère nouvelle. Nous continuons ce soir cette émission spéciale après l'allocution solennelle grave dans le ton du président de la République Emmanuel Macron qui parle de la menace russe qui se rapproche de nos frontières. La Russie, dit-il, ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, elle continuera. On débattra évidemment, on aura tous les avis sur ce plateau, ceux qui pensent que cette menace est à ce degré de gravité, ceux aussi qui pensent qu'elle est exagérée. Bonsoir Émilie Broussoulou. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Il y a beaucoup d'animation sur les plateaux ce soir. Voilà, on voit à quel point c'est un sujet qui concerne et on verra un sondage. Ils ont hâte d'en découdre. Et puis on va entendre les Français aussi, bien sûr, parce que c'est un sondage qui vient juste de tomber. Je crois que vous n'avez même pas encore les réponses. Non, j'attends aux questions. Tout de vous. Moi, je les ai eues et je peux vous assurer que c'est très intéressant ce que pensent les Français de cette guerre en Ukraine. Ce soir sur le plateau, alors, il y a les deux points de vue un peu opposés en la personne d'Ala Poédi. Bonsoir Ala Poédi, rebonsoir. Bonsoir tout le monde. Et de Renaud Girard. Rebonsoir Renaud. Le commandant Girnov est là. Bonsoir. Merci beaucoup à vous. Dans une tenue, vous disiez tout à l'heure avant l'antenne, vous êtes mis un peu en Zelensky. Zelensky, ouais. Voilà. Par solidarité. Commandant Girnov qui jamais, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous connaissez la plaisanterie récurrente, il a des noms secrets. Il avait des noms secrets et on n'a jamais réussi à lui arracher. Il ne veut pas nous donner ses petits noms. Non. Malgré les on va l'avoir à l'usure. Ouais. Non. C'est mal connaître Darius que de croire qu'il va vous lâcher. Je le réserve pour mes livres. Le colonel Goya, merci beaucoup colonel d'être là. Merci. Pas de nom secret, Et pas de nom secret Non, je suis désolé. Quand vous étiez combattant, on vous appelait comment? Non, j'ai eu des indicatifs, rouge 2, machin, mais jamais de nom secret. Il paraît qu'au GRU, on balançait les traîtres dans l'endroit où on brûlait les papiers. Là. C'est vrai ou c'est faux? C'est un mythe. En fait, c'est un roman qui a été écrit par un certain Suvorov. C'est un nom d'écrivain qui commence ce roman, justement, le traître qui on le balance brûlé vif. Ouais. En fait, en tout cas, ce monde de la guerre froide, il est en train de revenir. Elisabeth Shepard-Selam, merci beaucoup d'être là. Et Guillaume Roquette qui est resté avec nous. Ce monde de la guerre froide, il est en train de revenir. Il y a un côté retour aux années de la guerre froide qui nous a tant menacés. Écoutez la déclaration la plus forte du président ce soir. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Première réaction, il se passe vraiment quelque chose. Quand il dit, on entendra d'autres déclarations, quand il dit la patrie a besoin de vous, ce ton, il y a deux façons de l'interpréter ce soir. On entendait un Louis Alliot RN disant c'est trop emphatique versus ceux qui disent non, c'est l'heure vraiment que nous vivons. Votre avis à tous, comment vous l'avez ressenti comme ça, tripalement, immédiatement, Girnov? Il a prononcé un très beau discours. Moi, j'attends maintenant les actes parce qu'on connaît très bien la capacité de M. Macron de prononcer les discours extraordinaires. Mais le ton, est-ce qu'il est juste de mettre à ce niveau-là de gravité? Le ton était vrai parce qu'en fait, vous savez, j'ai entendu Renaud Girard tout à l'heure dire vous faites du complotisme. En fait, moi, je viens du KGB. Ça veut dire que je viens de l'unité qui luttait contre les ennemis impérialistes. La France a toujours été considérée par l'Union soviétique et par la Russie comme ennemie. On avait des buts, on avait des plans de lutte contre la France, les plans secrets. Et donc, en fait, c'est pas du complotisme parce qu'on est des comploteurs. En fait, on n'est pas des complotistes, on est des comploteurs. On était 200 000 personnes à comploter contre les États-Unis, contre la France, contre l'Angleterre, contre la Chine, en fait, contre tous les gens, toutes les puissances qui étaient face à nous. Donc, c'est très sérieux, en fait. Et à la limite, je suis ravi qu'enfin, on commence à réaliser que Poutine nous mène la guerre. Réaction de chacun, assez rapidement. Oui. Allez. Michel Goya, c'était important de le dire aussi clairement ce soir face aux Français? Oui, c'était important. Alors le ton était, je pense, juste. Il s'agit de mobiliser les esprits quand même face à une menace. Donc la menace est très claire, mais il y a deux aspects quand même dans le discours. L'autre aspect, c'est une autre forme de menace, d'une certaine façon, c'est le défaut américain, pour lequel il n'a peut-être pas assez insisté, parce qu'il voulait peut-être encore préserver un certain nombre de choses, mais c'est en réalité là la vraie nouveauté.
Moi, je pense que le ton était bon. Je rejoins Michel Goya en disant que je pense qu'il est peut-être, pour des raisons politiques certainement, mais n'a pas assez insisté sur le grand changement de la guerre froide, c'est-à-dire aussi éventuellement une menace américaine, ou en tout cas la menace de l'absence américaine en Europe. Moi, je pense que le temps était bon. Aujourd'hui, la Russie, c'est notre ami. Que ça soit l'ennemi, désolé, merci Sergueï, notre ennemi, que ça soit pour des raisons militaires ou aussi par toute la zone grise qui cible la France depuis un moment, que ça soit les cercueils sur la Tour Eiffel, que ça soit en ligne, que ça soit toutes les ingérences. Aujourd'hui... Mais on est en guerre ou pas, pardon. C'est obligé une anecdote. Non, mais non, on est d'accord, mais... Il y a des choses beaucoup plus... on est d'accord. Mais pardon, là, l'échange que vous avez à l'instant est révélateur. Vous nous parlez de quelque chose et vous dites c'est une anecdote. Est-ce qu'on est en guerre ou pas? Parce que si c'est une anecdote, c'est pas la guerre. Alors, on est en guerre ou pas? Comment vous ressentez? Moi, je dis non. Non, vous dites non. Guillaume Roquette. Non, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. La Russie est une menace, dit le président de la République, et il a raison. Mais c'est pas une menace militaire. Et d'ailleurs, nous n'avons pas voulu entrer en guerre avec la Russie. C'est la raison pour laquelle, en plus, les Ukrainiens ne nous l'ont pas demandé, mais nous n'avons pas envoyé de troupes en Ukraine, ni envoyé nos propres avions, parce que il y a un conflit régional qui est dramatique pour les Ukrainiens, parce que la pression russe est terrible et l'appui américain vient à manquer, mais il n'y a pas une sorte d'embrasement général avec la nécessité de se retrouver bloc contre bloc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça la réalité. Aujourd'hui, complètement en guerre déjà, et c'est le problème justement de la société française qui ne le voit pas. Et je pense que le président de la République, il avait vraiment raison de parler ce soir, d'avoir ce ton solennel pour dire voilà, il faut se réveiller, regardez, nous sommes en danger. Parce que le danger, c'est pas vraiment quand ça brûle la maison. Hein. Il faut prévoir cet incendie peut-être. Et le fait que aujourd'hui la France est en guerre, c'est même pas les Français qui l'ont demandé. On ne demande pas la guerre, mais c'est les Russes qui ont déclaré la guerre. Ils ont continué. Voilà. Il y a et Lavrov qui dit sans arrêt que nous allons attaquer, nous allons détruire cette Europe. Il y a le porte-parole de Kremlin, le porte-parole de président de la Russie qui nous dit nous sommes en guerre contre l'Occident. Qu'est-ce qu'il vous faut encore comme la déclaration de guerre? René Girard, quand vous entendez Emmanuel Macron dire très clairement que la Russie est devenue une menace pour la France, est-ce que vous trouvez qu'il met de l'huile sur le feu? Non, il ne met pas de l'huile sur le feu, parce que son analyse est bonne. Peut-être que le ton est un peu trop sérieux, c'est-à-dire la France a besoin de vous, comme, vous savez, cette figure américaine avec le chapeau qui disait « we need you », etc. Parce que qu'est-ce qu'il va dire quand vraiment on aura besoin de tous aller prendre un fusil? Mais sinon, son analyse est bonne. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, la Russie a une armée d'1 500 000 personnes, elle a attaqué un pays qui ne la menaçait pas, l'Ukraine ne menaçait pas la Russie. On a des craintes qu'elle puisse s'en prendre effectivement à la Moldavie, peut-être même aux pays baltes qui sont nos alliés. Et donc oui, et en plus les Américains nous lâchent. Alors effectivement, il faut, là il a raison, son analyse est bonne, il aurait pu le dire il y a un an, mais il prend l'occasion du lâchage américain, c'est très bien, pour dire il faut un réarmement matériel, industriel, militaire et moral et civique. Alors, parlons-en. On ouvrira tout à l'heure le débat. Qu'est-ce qui fait qu'on a changé de ton? On va dans quelques instants aussi entendre une archive fascinante, c'est le général Yakovlev, qui il y a 2 ans disait exactement le contraire. Il disait la Russie, l'armée russe fait pitié. Elle est nulle, son commandement est nul, elle va s'écrouler, etc. Et 2 ans plus tard, alors on se posera la question, est-ce que ça veut dire que l'armée russe, on a sous-estimé, est-ce qu'elle a changé? Mais avant d'en arriver là, l'effort français, écoutez le président de la République qui dit, quoi qu'il arrive, le danger est là, et il va falloir notamment dépenser beaucoup plus pour l'armée. Compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Guillaume Roquette, on sent quand même qu'il est sur un fil. Il nous prépare, il dit attention,
il va falloir se préparer, mais je vous rassure tout de suite, les impôts n'augmenteront pas. Oui, c'est ça. On ne perd pas non plus le Nord. C'est ça, vous êtes cruel, mais malheureusement, je crains que ce soit assez bien résumé. C'est la partie la moins convaincante du propos d'Emmanuel Macron sur l'identification de la menace. Je pense qu'il a raison. Pas une menace militaire immédiate, mais c'est une vraie menace, la Russie. Alors, après, il dit qu'il faut se réarmer. OK, comment on fait pour se réarmer quand on a 3 000 milliards de dettes et qu'on ne veut pas augmenter les impôts? On va encore augmenter notre dette. Alors, on nous dit qu'il va falloir être courageux. Et là, effectivement, il prend les Français à témoin. La patrie a besoin de vous. Mais on fait quoi, alors, concrètement? C'est pour ça que je trouve que ce discours était parfois un peu incantatoire, peut-être un peu trop théorique pour être complètement convaincant. Là, on parle d'argent pour l'instant. Et tout à l'heure, sur ce réduire plateau, les dépenses sociales, tout à l'heure, dans ce Rédu- plateau, on comprenait que c'est en tout cas plusieurs dizaines de milliards. Vous êtes 30 milliards, peut-être davantage, de plus. chaque année. Darius, il n'a pas dit le mot important. Il fallait dire, pour augmenter nos dépenses militaires, il nous faut, compte tenu des 3 000 milliards de dettes, il nous faut réduire considérablement les dépenses sociales qui sont effectivement les plus fortes d'Europe en France. Voilà, il fallait le dire. Ou avoir plus de croissance Ce point-là, c'est très important. Pourquoi il ne l'a pas dit? Mais parce qu'il a peur du peuple. Il n'est pas aussi courageux que peut-être on voudrait qu'il le soit dans ces C'est un circonstances. discours demi-churchillien. Voilà. Est-ce que c'est la vérité des prix? Est-ce que vous, Américains, vous êtes américaine, moi j'ai rencontré des diplomates américains qui disent, vous les Européens, vous êtes, c'est affreux à dire parce que l'aide sociale c'est très bien, mais vous vous êtes fait plaisir pendant que nous on dépensait beaucoup plus pour l'armée. L'Europe était déchargée un peu de ce fardeau. Bien évidemment, surtout pour un certain nombre de pays. Et pas, enfin, la France a quand même continué de dépenser, même si on a beaucoup coupé. D'autres pays, comme nos voisins, ont beaucoup plus sont plus dépendants des Américains. Et ça nous a permis un système social qui est envieux d'une certaine façon, mais très clairement, c'est les Américains d'une certaine façon qui ont payé, avec un système américain qui est pas inexistant, mais quasi inexistant, si on le compare à la France. Regardez, c'est très intéressant. Les Américains, Elisabeth Shepard, c'est l'âme qui est plutôt bien pensante en général, mais sur ces sujets-là, ça vous frappe? Elle est libérale, oui. Elle est plutôt libérale sur ce sujet-là. Il y a des choses qui n'existent pas aux États-Unis. Ne vous qui sont défendez pas, bien n'ayez ici. pas peur, Elisabeth. Vous n'êtes pas tombé dans un traquenard. Oui, moi, je suis très claire. Je pense que sur certains points, en France, on va trop loin. Ça, c'est sûr. Trop loin dans le social. Dans le social, y compris sur ce débat sur la retraite, notamment, je suis toujours choquée par le fait que les Français veulent bosser de moins en moins et qu'aux États-Unis, mais aussi surtout chez nos voisins, on bosse quand même à 65, 67 ans. Moi, ça me choque, effectivement. En clair, mais il faut quand même un système. Est-ce qu'il faudra La retraite être moins à 70 social ans, oui. Pardon, vraiment que ce soit très clair. Est-ce que ce qu'on entend là, c'est qu'il faudra être moins social pour payer plus pour l'armée? Oui. Non, mais pas du tout. Moi, je pense que tout le monde est tombé trop vite Ça fait partie du problème. Mais si les Américains peuvent avoir un effort de défense plus important que le nôtre, c'est aussi parce qu'ils ont un taux de croissance économique qui est plus fort que le nôtre. Si le problème, on peut faire un effort de défense important à deux conditions. Soit on est très menacé, il y a une menace visible aux frontières, et là, quelle que soit la situation, on s'équipe, comme la Pologne par exemple. Soit on a et c'est pas incompatible, soit on a un taux de croissance élevé. Et dans ce cas-là, on peut se permettre effectivement de faire un effort de défense important, puisque le reste va bien. Et donc c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de pays comme la Corée du Sud par exemple, il y a une corrélation entre les deux. Et on constate d'ailleurs que c'est pas incompatible. Et vous C'est pas parce que vous avez un effort. Mais pour avoir un trop de croissance, il faut aussi bosser un peu plus. Je suis désolée. Il faut travailler plus et il ne faut pas avoir des impôts, et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas augmenter les impôts, il ne faut pas avoir des impôts qui dissuadent les investisseurs, ce qui est le cas en France. Vous oubliez encore un point très important, et vous êtes tombé tout de suite sur le président de la République en le critiquant, sans penser aux avoirs russes gelés. Parce que là, quand même, il s'agit de 300 milliards de dollars ou d'euros qui sont stockés en Europe. Il y a 200 milliards en Belgique. Donc, peut-être ce sont des avoirs qui vont être partagés par les Européens, mais ça aussi, c'est un aide immense pour financer cet effort de la guerre que la France se prépare à faire. Et en France, il y a aussi une certaine quantité de ces avoirs russes. Aujourd'hui, déjà, il faut savoir que les intérêts des avoirs russes sont utilisés par... Mais pas le capital. Voilà. Mais pas et comment vous expliquez? On repose la question de l'audace. C'est comme dans l'opérette d'Offenbach où on dit marchons, mais on n'avance pas. En réalité, ça fait 3 ans maintenant qu'on dit on va saisir ces avoirs russes. Avec Gabriel Attal sur ce plateau il y a 2 ou 3 jours, il l'avouait lui-même très franchement. Il disait
Maintenant, j'en parle. Quand j'étais Premier ministre, je pensais que c'était impossible. Donc, en réalité, on en parle, mais personne n'ose pour l'instant les saisir. Pas de courage politique. Et je ne pense pas que ça va être pour utiliser pour notre défense à nous. Ça va peut-être être utilisé pour aider l'Ukraine, ce qui est une bonne chose. Mais pour ce que dont le président parle aujourd'hui, c'est notre défense en tant que Français. Regardez et ça, je ne pense pas que ça va être les Regardez cette courbe, elle dit tout, parce que c'est la courbe. D'ailleurs, le président de la République l'a prise, mais la fin de la courbe. Si on la fait remonter à 53, le hasard fait que c'est aujourd'hui la mort de Staline, 5 mars 53. Aujourd'hui. Regardez cette courbe, elle est extraordinaire. Les dépenses militaires de la France par du PIB en 53, c'était 7,6%. C'était un autre monde. Ah oui, on est en guerre, là. On est en guerre en Indochine. En 1962, guerre d'Indochine. Voilà, ça fait 2-3% du PIB. La guerre d'Algérie, c'est 2% du PIB, par exemple. Uniquement ensuite, la guerre. Ça descend. 91, la fin de l'Union soviétique. Le commandant Girnov est obligé de s'exiler, voilà, royalement en France. Il n'y a pas de lien. C'est grâce à moi que cette courbe baisse, parce que je suis plus sur le terrain en activité. Et résultat de tout ça, maintenant, on est extrêmement bas. En fait, on est dans deux mondes. Le président de la République dit on va devoir remonter. Mais c'est bien comprendre que c'est un point bas historique. Oui. Jamais la France n'a dépensé aussi peu, et les pays européens d'ailleurs d'une manière générale, aussi peu pour leur défense. Et d'un point de vue historique là aussi, en réalité, à moins de 3% du PIB, on aura un outil militaire qui va se contracter mécaniquement. Vous avez des programmes d'armement, chaque grand programme d'armement, le matériel majeur, les frégates, les avions de combat, etc., coûte 4 fois le prix de la génération précédente. Donc si vous ne faites pas un effort en même temps continu très important, votre équipement, et le problème majeur de la France, en fait, c'est plus un problème équipement que d'humain, va se contracter. On en est là ? Parce que si ce que vous dites est vrai, la contraction, elle a déjà commencé. Oui, mais non. Quand se professionnalise, enfin, je reviens là. 1991, guerre du Golfe. On envoie une division. On dit voilà, on n'envoie que des soldats professionnels. On y va et au bout du compte, on déploie 16 000 soldats. On est ridicule. Les Américains en déploient plus de 600 000, les Britanniques 40 000. Et on dit, bon, là, on est un peu... la France, là, un peu short. Donc, on professionnalise les armées essentiellement pour ça. Et on dit, à ce moment-là, on doit être capable de déployer 60 000 soldats tout équipés, prêts à faire la guerre en 2015. En 2008, livre blanc, on dit, bon, finalement, on peut peut-être en équiper que 30 000, au bout du compte. 2013, bon, finalement, ce sera 15 000. Et depuis, on en est là. On est tombé dans une trappe. Et le pire, que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas du tout envisagé que la grenouille devait un jour peut-être de redevenir un bœuf. Et donc, on n'a rien préparé. On n'a pas préparé la capacité pour l'industrie à se réarmer, à avoir des capacités de surproduction. On n'a rien planifié en termes de mobilisation. On a fait disparaître quasiment la quasi-totalité de nos réserves, etc. Et donc maintenant, effectivement, quand la mer se retire, on se retrouve tout nu et on voit que les Américains ne sont plus là. Il y a une vraie menace et on a les plus grandes difficultés à se réarmer parce qu'on a détruit tous les instruments qui permettaient de sortir de la trappe. On a vendu l'échelle qui permettait de sortir de la trappe dans laquelle on est tombé. Quand j'ai fait mon service militaire, autour de moi, il y avait 3 bataillons de chasseurs alpins dans les Alpes. Là, il n'y en a plus qu'un. On a supprimé le 7e bataillon de chasseurs alpins, on a supprimé le 11 à Barcelonnette. Il n'y a plus que le 27. Il n'y a plus que le 27. C'est 1 sur 3, c'est incroyable d'avoir à ce point, si vous voulez... On vous imagine très bien avec des chaussettes montantes et puis des culottes de cuir dans les Alpes, en train de galoper. Voilà.